Lorsque j'étais encore enfant, la sortie du samedi, c'était le centre commercial. Tout excité à l'idée d'acheter des trucs, je regardais le paysage défiler dans la voiture, jusqu'à ce qu'on arrive dans la zone. Pylône électrique, autoroute, fast-food, ici ce n'est plus vraiment l'Europe, mais pas non plus l'Amérique. Comme un entre-deux-mondes liminal et un peu malaisant, dans lequel on se rend sans s'en rendre compte. Pas vraiment la ville, mais plus du tout la campagne, en sortant de la voie express, un océan de bitume et d'entrepôts aux enseignes colorées. Sur le parking, gigantesque, les caddies et les familles dansent en symbiose. Et droit devant, tout au bout de l'allée, un immense bâtiment aux formes étranges, aux courbes à la fois familières et inquiétantes, la galerie marchande. Comment ce lieu si hype en 2010 a-t-il pu en 2025 se transformer en ça ou encore ça? Qu'est-ce qui a changé? Et surtout, comment fonctionnent ces lieux et pourquoi nous fascinent-ils autant? Salut, je m'appelle Tom, et plongeons ensemble dans le monde aussi fascinant qu'inquiétant des centres commerciaux. Le centre commercial. Ce lieu qu'on adore détester, même si on le fréquente quand même. Parfois, il m'arrive encore de m'y rendre, un peu par hasard, un peu par nécessité, et à chaque fois, je ressens un mélange de malaise et de familiarité hostile qui me pousse à m'y presser avant de me dépêcher d'en sortir. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire le contraire. Je ne vais pas courir, je vais déambuler, prendre le temps de comprendre ces lieux et leur fonctionnement. Je vais m'y perdre, comme le Minotaure dans le labyrinthe de Dédale. The first thing a visitor has to do is find a way to navigate through these 400 stores and attractions. There is an easy way. Just think of this whole place as a community, a small town. On ne vient pas dans un centre d'achat à pied, ça ne se fait pas, et d'ailleurs tout est fait pour décourager cette pratique. Dans les galeries les plus grandes, celles des périphéries, on trouve des étages entiers de parking directement connectés à l'autoroute pour permettre à l'automobiliste de ne pas perdre une seconde. Ces zones commerciales sont agressives pour les marcheurs. Pas de trottoir, des routes d'une largeur inflexible, pas de transport, sans auto, c'est très compliqué. Ces cathédrales du commerce sont nées dans les années du tout-voiture, les décennies 60 et 70. Après les États-Unis, c'est l'Europe qui est conquis par le tout-voiture. Plus simple, plus rapide, ce modèle va vite transformer nos villes et la façon dont on consomme. Fini les marchés de quartier et l'épicier du coin, où se garer est un enfer. En Amérique, les premiers malls de banlieue apparaissent dans les années 50 et reposent sur un concept ingénieux, tout rassemblé dans un même lieu. Vêtements, meubles et vivres, on se gare une seule fois, on consomme et on s'en va. Si les USA ont adopté ce concept à l'automobile, ils ne l'ont pas inventé. Il y a d'abord eu les souks, puis les marchés couverts, puis les premiers grands magasins qui furent construits dans les centres-villes européens dès le 19e siècle, avec un même concept, tout rassemblé dans un espace couvert. En s'approchant du bâtiment, l'atmosphère du lieu s'attaque déjà à mes sens. La musique dans les haut-parleurs, le bruit métallique des caddies qui s'entrechoquent, l'architecture ensuite. En sortant du parking, un bâtiment presque plat d'un seul étage, comme une vaste et unique horizontalité infinie, tentant vainement de reproduire la quiétude de l'architecture locale, des toits en triangle, censés donner le sentiment d'être à la maison. En passant la porte tournante, cauchemar de tout enfant, l'odeur des galeries me prend au nez. Cette odeur si particulière de centre commercial, mélange de plastique neuf, de métal, de friture et de détergent. Quelque part derrière nous, un portique de sécurité sonne, la musique se fait plus forte. Ce bâtiment est un non-lieu. On ne vient pas pour lui. On s'y rend pour acheter dans les boutiques qu'elles abritent, mais l'entre-deux que l'on trouve entre le parking et la devanture importe si peu que l'on n'en garde pratiquement aucun souvenir. Mais notre inconscient, lui, conserve sa trace bien plus longtemps qu'on ne le pense. Dans les années 50 en Amérique du Nord, les centres-villes se vident de leurs habitants au profit des banlieues pavillonnaires. C'est l'avenir, c'est le mode de vie qu'il faut adopter. Les classes blanches aisées s'installent au centre de véritables labyrinthes d'impasses pavillonnaires, dont on ne s'échappe qu'en voiture. Rejoindre le centre-ville à chaque fois que l'on veut faire ses courses n'est vraiment pas pratique. On commence donc à construire de grands complexes concentrant tous les magasins dont on a besoin dans un seul bâtiment, entouré de grands parkings aux abords des banlieues. C'est la naissance du mall américain. D'abord à Détroit, puis Houston, la bourgeoisie blanche banlieusarde y voit un miroir débordant
de sa propre prospérité et de son autonomie. Elle ne dépend plus de la ville-centre pour sa consommation, mais uniquement de son automobile. Entre les années 60 et 90, les malls vont pousser comme des champignons à travers toute l'Amérique. De sorte qu'en 2000, on en comptait plus de 2000 sur tout le territoire. Et cette frénésie va aussi gagner la France, pourtant très attachée au concept de centre-ville et de petits commerces. En 1969, on inaugure Anglo les Géants, dans la banlieue de Lille, suivi par Nice avec Cap 3000, Paris avec Parly 2. Aujourd'hui, on en compte un peu plus de 1000, soit une densité folle pour un pays comme la France. Le même principe s'applique en Suisse, avec la création du Tivoli en 1970, du Glattzentrum juste à la sortie de Zurich en 1975, qui fut longtemps un modèle à suivre en termes de construction, puis de Shoppyland près de Berne. Now, surrounding this central space are 4 neighborhood streets, each with a different look and a different feel. Where each of these streets form a corner, you'll find one of the 4 large mall department stores. All right, I have already seen some places that I have to visit. So have I. Dans les galeries commerciales, on perd bien plus que son argent. En premier lieu, on perd son sens de l'orientation. Qui ne s'est jamais perdu dans les couloirs géométriquement similaires d'un centre d'achat? Ensuite, on perd la notion du temps. Pas de fenêtres, peu de lumière naturelle, on ne peut voir le jour qu'en de très rares occasions. Tout ça n'est évidemment pas un hasard. Les centres commerciaux sont pensés comme des lieux de consommation, comme des mondes parallèles. Il faut impérativement que le consommateur oublie d'où il vient, où il va, et combien de temps il était censé rester. Il doit même aller jusqu'à oublier ce qu'il est venu chercher au départ. Le but est avant tout de provoquer chez lui une série d'achats impulsifs à mesure qu'il se perd. Il tombera sur une, puis 2 boutiques, où il s'arrêtera et consommera impulsivement, alors qu'il ne l'avait pas prévu. Et ça s'appelle l'effet Gruen, du nom de Victor Gruen, l'architecte qui a développé cette technique de manipulation spatiale. La manière dont les couloirs s'arrangent doit être déroutante intentionnellement. Les galeries doivent vous piéger, vous garder en leur sein le plus longtemps possible. Les couloirs sont illogiques, mal indiqués, tout se ressemble et rien ne permet de distinguer un étage d'un autre, un couloir d'un autre, hormis les boutiques elles-mêmes, brillantes comme des phares plongés dans une nuit purement artificielle. En rentrant dans le bâtiment, inconsciemment je joue le jeu. Je me constitue moi-même prisonnier volontaire. J'accepte tacitement les règles du jeu qu'on m'impose et j'oublie jusqu'à mon propre but. On installe des aires de repos au milieu des couloirs pour les enfants, mais surtout pour que les pèlerins puissent souffler un moment. La décoration est souvent végétale. On tente de reproduire de manière contrôlée ce qu'on a cherché à tout prix à garder au dehors, la nature, l'extérieur et la liberté. Mais tout ça paraît faux, et souvent ça l'est. Les plantes sont plastiques et le ciel est toile tendue. Rien n'est réel ici. C'est un monde d'images et de publicités qui bouge pour vous faire oublier que vous n'êtes nulle part, et j'en reviens à la théorie des non-lieux de Marc Auger. Vous êtes dans un espace transitoire, stérile, oubliable et artificiel. Donc, en France et en Suisse, ces grosses machines de la consommation vont se développer de la même manière qu'aux États-Unis, c'est-à-dire dans les banlieues, à la différence que chez nous, les galeries encerclent un immense supermarché, qui permet d'être la locomotive économique du complexe. Un magasin ancre. On va faire ses courses dans l'hypermarché, et en passant, on se laisse happer par les galeries, qu'on est obligé de traverser. Aux États-Unis, cet arrangement existe, avec des grandes enseignes. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas d'hypermarché au centre des malls, ce qui rend leur modèle économique bien plus fragile qu'en Europe. Durant les années 80 et 90, le concept des malls atteint son apogée aux États-Unis. On inaugure le plus grand centre d'achat du monde, en 1992, à Minneapolis. Le Mall of America, 258 000 m², 4 étages, 522 magasins, 50 restaurants, 14 salles de cinéma et 8 nightclubs. Il ne s'agit plus d'un simple centre d'achat, mais plutôt d'une véritable zone de divertissement. Et c'est bien là que le modèle atteint sa phase finale. Concentrer une foultitude de magasins ne suffit plus à faire rester le client. Il y a trop de malls, trop de concurrence. Il faut attirer par d'autres moyens. Avoir ce que les autres centres n'ont pas. On ne vient pas dans le Mall of America pour lui, mais bien parce qu'il est le plus grand du monde. C'est le titre qui attire, pas le lieu. C'est à cette époque que les malls rivaliseront d'architectures étranges, parfois burlesques, de concepts de boutiques farfelus et d'attractions gadgets jusqu'à l'apogée des années 2000.
où l'on peut aller jusqu'à skier dans certains complexes comme à Dubaï. Pourtant déjà, le vernis commence doucement à laisser apparaître les conséquences funestes de ces géants. Dès le début des années 2000, le modèle tend à s'essouffler aux US, alors qu'en Europe pas du tout. On construit encore des centres un peu partout. En Suisse, on inaugure en 2017 le Mall of Switzerland, calqué sur le Mall of America. Mais cet essoufflement gagne aussi le vieux continent à partir de 2020. We're standing in the ultimate destination for a child, America's largest indoor theme park. 7 acres of excitement that includes 20 rides, theaters, restaurants, all interspersed with 400 live trees and more than 30,000 plantings. Si les malls sont des temples dédiés à la divinité capitaliste, celui qui osera déambuler dans ces couloirs devra faire face à une réalité bien cruelle. Entre ces murs, rien n'est jamais gratuit, et pour faire rester les gens plus longtemps, détourner leur attention, l'effet Gruen finit par ne plus suffire. Pour que les gens puissent manger durant leurs emplettes, on y installe des enseignes de restauration rapide, des concept stores allant du bubble tea à la gaufre en passant par la pizza. On y trouve de la nourriture à foison et à toute heure. Mais ça ne suffit toujours pas. Il faut que le client reste toute la journée, qu'il consomme. Il ne peut plus juste se contenter d'y dépenser son argent. Il faut qu'il s'y amuse. Les promoteurs des malls se sont mis à ouvrir des cinémas, des patinoires, des parcs d'attractions, des arcades, des zoos et des pistes de ski d'intérieur. Pour survivre au tournant de l'an 2000, les galeries passent d'un lieu de consommation à un lieu d'animation et de concentration des services. Si ce tournant s'est avéré payant au départ, il n'a pas fonctionné partout. Il faut dire qu'en Amérique, on trouve un centre commercial pour 7000 habitants. Le pays a trop construit de malls pour que leur présence reste viable. La crise économique de 2008 et surtout l'essor du commerce en ligne dans les années 2010 préparent le terrain d'une véritable hécatombe économique. Alors que les grands centres commerciaux s'en sortent et se diversifient, les autres augmentent leurs loyers pour survivre et font fuir leurs locataires. Les magasins ancres comme JCPenney font faillite et ferment leurs portes. Et ceux qui n'en possédaient pas ferment d'autant plus vite. Et puis les temps changent. Si en 2005 on trouvait ça stylé d'aller traîner le samedi après-midi au centre commercial avec ses potes, en 2025 ce n'est plus le cas. Les jeunes recherchent de l'authenticité, loin des couloirs aseptisés à l'odeur de supermarché qu'on leur propose. En Europe, c'est la pandémie de 2020 qui mettra un coup d'arrêt à l'essor des malls. Depuis 5 ans, en France comme en Suisse, leur croissance tend à diminuer, telles des cathédrales désertées par les fidèles, lassées par l'effet Gruen. Mais les centres commerciaux continuent d'étrangler les centres des villes moyennes. En France, comme en Amérique, c'est l'effet le plus visible que ce modèle a eu sur l'espace urbain. Les petits commerces indépendants ont coulé, pendant que les grandes enseignes ont migré dans ces grands centres. Les centres commerciaux font en définitive concurrence à la ville, comme une ville parallèle. Et si aux USA l'espace urbain est une série de bulles multipolaires sans réel lien, en Europe, ce n'est pas le cas. Les villes moyennes se sont vidées d'un nombre non négligeable de leur commerce, de leur dynamisme, une américanisation de l'urbain qui a pour origine les zones commerciales. En Amérique, c'est à une échelle encore plus grande. Des villes de la taille de Lyon ou Marseille ont vu leur downtown devenir des quartiers fantômes, vides de pratiquement tout commerce. La zone commerciale se vit comme une anti-ville, un modèle contraire et factice qui donne l'illusion d'une ville, d'une rue commerçante. Welcome to the Chapel of Love. That's right, a wedding chapel right here where more than 500 couples have shared vows. Well, now I think we've done it all. Well, we may not have seen everything, but I think we've had a really good day. Oh, yeah. There is one really important thing we have to do before we leave. Souvenirs, Right. right. Alors que l'on continue de construire des malls en Europe, ce modèle connaît une chute vertigineuse aux États-Unis depuis le début des années 2010. En 15 ans, c'est pas loin de 800 d'entre eux qui ont fermé à travers tout le pays. Et que deviennent ces temples? Beaucoup sont rasés et remplacés par de nouvelles constructions, et les autres se transforment en carcasses sans vie, résidus d'un temps révolu. On se met à les explorer, à les visiter, comme on pénétrerait dans un tombeau égyptien. Ces dead malls, littéralement galeries mortes, deviennent les témoins glaçants d'un moment T, arrêté, figé, à une époque proche et lointaine à la fois, car à l'intérieur souvent rien n'a été déplacé. Ces endroits deviennent des éléments mythiques, horrifiques, et se mutent en une esthétique. Urbex, objet culturel, comme la très bonne série The Oldest View de Kane Pixels, qui résume très bien les sentiments que peuvent inspirer les centres d'achat abandonnés.
la déchéance d'un lieu qui se voulait joyeux, divertissant et symbolique, en un cadavre abîmé qu'on autopsie, insufflant une touche de mélancolie lorsqu'on s'y arrête de plus près. Est-ce que tous les centres commerciaux vont connaître ce sort funeste? Non, pas tous. Mais la même tendance semble s'amorcer en France. Certaines galeries se vident. Mais il ne s'agit sûrement pas de la fin des malls, mais plutôt d'une épuration. Seuls les centres très bien placés s'en sortiront. Quant aux autres, superflus, ils disparaîtront, remplacés non pas par une sobriété partielle, mais par un commerce en ligne de plus en plus acharné. Les centres commerciaux s'adaptent, et un nouveau modèle se distingue. Le village de marque. Fini les bâtiments froids et labyrinthiques. Désormais on construit de véritables villages, au milieu de la campagne, comme un Disneyland. Chaque maison abrite une marque, et le client déambule à l'air libre dans la rue principale. Et bien sûr, on ne peut y venir qu'en voiture, comme des sortes d'îles au milieu des champs. Le visage est différent, mais l'esprit est le même. Transporter le consommateur dans un monde parallèle, le distraire et le faire acheter. Déjà quand j'étais petit, ma relation avec ces lieux était ambivalente. Je les trouvais fascinants, mais en même temps je me méfiais du récit qu'ils dégageaient. Ce divertissement facile, hors sol, que tout le monde trouvait cool, et qui représentait un modèle de société. Toujours plus acheté, toujours plus consommé. Ce n'était pas nouveau, et ça s'est amplifié. Mais le déclin des centres commerciaux prouve une chose. Rien n'est éternel, et ce n'est pas parce qu'on construit des cathédrales qu'elles dureront forcément 1000 ans. Aux États-Unis, on reconvertit certains malls bien placés en quartiers d'habitation. Et la même tendance semble s'amorcer en Europe, où le nombre de mètres carrés commerciaux tend à diminuer. Donc est-ce que les centres commerciaux vont disparaître? Non, évidemment. Mais c'est un modèle qui montre ses limites, et qui a surtout du mal à s'adapter, d'abord à l'apparition d'une certaine sobriété relative, mais aussi à l'essor du commerce en ligne. Mais ils ne vont pas disparaître pour autant. Si on regarde bien, ils sont plus présents que jamais. Dans les grandes gares, les centres-villes, les aéroports, les quartiers d'affaires, les galeries investissent le quotidien des gens. Elles se dispersent en plein de petites unités réduites pour survivre. Les galeries n'ont pas disparu. Elles se sont disséminées dans la ville. Alors la prochaine fois que vous vous rendez dans l'un de ces monstres, prêtez-y un petit coup d'œil et ne vous laissez pas duper par l'un de ces pièges. Car rempli ou vide, ce lieu est une chimère qui, à la première occasion, vous entraînera dans les abysses les plus sombres. Là, c'est les toilettes. Rien de spécial. Ça me fout les boules à chaque fois, les lumières qui changent. Là, c'est une sortie. Je crois qu'elle est fermée. Là, on voit le ciel. Ok. What? Ok, c'est flippant. La musique vient de s'arrêter. Je comprends pas vraiment pourquoi. C'est
peut-être quelque chose à voir avec tout ce qui est électrique. Ok, j'aime pas trop cet endroit. Je vais essayer de m'en aller, je vais essayer de retrouver la sortie parce que là je suis pas très à l'aise. Je vais me dépêcher de retrouver la sortie là-bas. Mais... Y'a quelqu'un? Là, mon Dieu, putain, faut que je sorte de là, merde. Faut que je sorte de là, vite, 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 vite.